Bonsoir, bienvenue pour cette rencontre qui rentre dans la lignée du projet développé par Arthur Noziciel, fondé sur le triptyque partager, rencontrer et transmettre, en écho au thème de la saison. Le TNB donc, vous propose à la croisée des disciplines une série de débats, de prises de parole illustrant la pluralité des pensées féministes. Donc, vous avez pu faire un petit parcours en ce début d'année. Le 9 janvier, au cinéma, à travers l'œuvre de Laura Mulvey, Riddle of the Sphinx. Le 21 janvier, on recevait ici même Geneviève Fraisse, pardon. Et le 7 février, Patrick Boucheron, pour un essai d'histoire immédiate, le moment Adèle Haenel. Donc dans cette continuité, et parce que c'est un sujet qui nous est cher et des moments importants de l'histoire, comme le rappelait Patrick Boucheron, en partenariat avec HF Bretagne et le Festival Travelling, nous avons invité Iris Bray, qui nous a fait le plaisir et l'immense honneur d'être là ce soir pour une discussion avec Joëlle Gaillot, qui est journaliste et collaboratrice au TNB. Donc, je laisserai Joëlle présenter peut-être plus particulièrement Iris lors de cette intervention. Je crois que vous vouliez prendre la parole. Donc, Élise Calves de HF Bretagne. Et puis ensuite, je passerai la parole à Anne Lehenaf du Festival Travelling. Merci Stéphanie. Bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques mots pour vous dire, vous présenter rapidement HF Bretagne, qui est donc une association qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. C'est une association qui est ouverte à toutes et à tous et qui agit sur trois axes. Un chiffrage de nos pratiques culturelles, notamment dans le spectacle vivant et les arts visuels. Donc le dernier diagnostic chiffré date de 2019, il sera disponible à l'issue de la rencontre. Beaucoup de rencontres, de temps de sensibilisation, de formation, du grand public, mais aussi des professionnels et des tutelles qui subventionnent avec les fonds publics l'art et la culture dans notre région. On a notamment fait des rencontres au Transmusical dernièrement. Et puis un axe qui fait la part belle à la valorisation de notre patrimoine commun, c'est-à-dire l'apport, la place des femmes dans notre histoire collective des arts et de la culture. Donc je vous invite à découvrir des podcasts sur l'île aux femmes, qui sont des chroniques du patrimoine breton, qui sont en ligne dès maintenant. Et puis l'an dernier, on avait déjà eu dans ce cadre du patrimoine l'occasion de travailler avec Travelling pour la présentation d'un documentaire des sœurs Kuperberg et la femme créée à Hollywood, qui met en lumière de nombreuses réalisatrices oubliées qui ont créé littéralement Hollywood, dont Alice Guy, dont je sais qu'Iris Bray aime citer l'apport important dans l'histoire du cinéma. Donc effectivement, comme le disait Stéphanie, la rencontre de ce soir s'inscrit dans ce double partenariat avec Travelling, avec le TNB, qu'on remercie pour son accueil. Et puis, il a été pensé et s'est construit dans la continuité des événements qui se sont passés en novembre dernier, à la fois avec la projection de J'accuse de Polanski et dans les mêmes jours, la prise de parole d'Adèle Haenel. Il y avait une sorte de rencontre du temps et des questionnements qui se rejoignaient sur cette période-là. Et donc, on est vraiment ravis et heureuses d'accueillir Iris Bray pour cette rencontre, pour nous donner à voir un nouveau regard sur nos regards, justement, sur le cinéma et avec évidemment l'impact que ça a sur la société, sur nos imaginaires qu'on souhaite toujours plus pluriels, ouverts et libres. Merci beaucoup, Iris. Bonjour, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je crois que l'essentiel a été dit. C'est vrai que c'est un partenariat que l'on a donc depuis 2 ans, qu'il est important pour nous, de par ce qu'est l'association Clair-Obscur, puisque c'est celle organisatrice du Festival Travelling. C'est vrai que déjà, dans le cadre de la programmation, donc on fait attention, enfin, moi je regarde aussi à ce qui se passe, donc, en termes de films tournés par des femmes ou de sujets donc, apparaissant à l'écran. Hein. Mais ce n'est pas que cela. Nous, ce à quoi on s'intéresse, et cela s'inscrit aussi dans une charte qui va être mise en place par la région Bretagne, justement, de la place de la femme au cinéma et dans l'audiovisuel. Il faut savoir que, par exemple, je suis une femme, je suis programmatrice, il y en a très peu. En général, je suis entourée de la gente masculine.
Donc déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, quand on parle de cinéma et d'audiovisuel, c'est toute une chaîne qui existe, de l'écriture jusqu'à la diffusion. Et pour nous, donc, il nous importe aussi de faire découvrir ce que peut être le cinéma, je dirais, dans tout ce cheminement. Et c'est vrai que dans le cadre du festival, il y a eu une rencontre hier, donc productrice cinéaste, et ce n'était pas un hasard de choisir ce métier-là représenté donc au féminin avec Sylvie Piala. On a posé la question aussi du genre, le cinéma a-t-il un genre, donc samedi soir autour du film justement Thelma ou Louise avec le podcast entre autres Sorociné. Mais ceci n'est qu'une des actions que l'on peut avoir, qui se fait aussi à l'année au travers de l'éducation à l'image et des actions culturelles. Donc cela rejoint la programmation, mais aussi donc ce que l'on peut justement dérouler à l'année. Maintenant, donc place à Iris, et on vous souhaite une bonne rencontre et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis absolument ravie, et plus que ça même, de rencontrer Iris Bray, que je découvre ce soir. Ravie parce qu'il y a des livres dans lesquels on se plonge sans se douter de ce qui nous y attend. Et je peux vous dire que Le regard féminin, une révolution à l'œuvre, qui est son dernier livre, qui vient de sortir aux éditions de l'Olivier, fait partie de ces livres qui changent d'une certaine manière l'axe et du monde et de vos pensées et de ce que vous êtes. On en ressort assez différent, on en ressort assez secoué, parce que dans ce livre, Iris Bray, sous couvert de parler de cinéma et de représentation à l'écran, parle de bien plus que ça. Elle parle du regard, effectivement, du regard sur le regard et du regard posé sur les femmes. Alors, on va parler de ce qu'elle-même a longuement théorisé, et je l'en remercie parce qu'il était temps de le faire. Je crois c'est extrêmement important, ce qu'elle appelle le female gaze, qui au départ me paraissait un nom un peu barbare, et maintenant je crois que je vais adopter cette ligne-là de conduite dans ma façon d'observer ce que j'observe au théâtre. On va parler de ça, mais je voudrais juste revenir sur l'origine effectivement de ce désir de faire venir Iris grâce à HF et grâce à Travelling ici au TNB. C'est parti effectivement en novembre de l'histoire d'Adèle Haenel, Parlons sur Mediapart, plateau sur lequel vous l'aviez d'ailleurs rejointe, et de l'affaire du film de Polanski, qui ici à Rennes a rencontré d'assez vives oppositions, enfin sa diffusion a rencontré d'assez vives oppositions. Depuis, l'actualité dont on pensait s'éloigner un petit peu nous a de nouveau rattrapés avec l'affaire Gabriel Maznev. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. Je pense que la libération de la parole des femmes s'inscrit dans un mouvement qui ne fera que se poursuivre, et c'est une très bonne chose. Je pense que la manière dont aujourd'hui vous êtes entendus, la preuve en est lorsqu'on voit ici le monde qui est là, est un signal aussi de ça. Et je voudrais démarrer sur ça, sur cette répétition des prises de parole, cette répétition des libérations de la parole. Iris Bray, comment est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous la croyez justement quasiment indéfinie à partir de maintenant, ou infinie? Bonsoir déjà, merci beaucoup d'être venu. Ce soir, ça me touche en fait de voir autant de gens. Je pense que la prise de parole des femmes, elle ne fait que commencer, je l'espère. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore vraiment entendue. Je pense qu'on a le nom d'Adèle Haenel parce que c'est peut-être celle la plus identifiée en France, mais je pense que beaucoup des victimes, on ne se souvient même plus de leur nom, à partir de, même quand elles parlent. Les victimes de Polanski, on ne connaît toujours pas leur nom, on ne connaît toujours pas leur récit. Et c'est vrai que ça m'interroge. Ce qui m'interroge aussi dans cette prise de parole, quand Adèle Haenel a commencé à vouloir formuler son histoire, c'était qu'elle a eu besoin d'autres récits pour pouvoir raconter le sien. Elle a eu besoin d'autres représentations pour pouvoir mettre des mots sur ce qui lui était arrivé. Et elle raconte que c'est notamment un documentaire sur Michael Jackson qui lui a permis de se lancer dans cette prise de parole. Et c'est aussi de savoir qu'elle allait être accompagnée par d'autres, par une journaliste. Ça demande beaucoup de courage, en fait, de faire ça. Et ça me pose la question de comment est-ce qu'on articule ces récits-là quand on n'a pas de représentation et quand on n'est pas entouré et quand on ne sait pas où puiser le courage. Donc je pense qu'il est essentiel, en fait, que de plus en plus de femmes parlent pour que d'autres se sentent moins seules. Il est essentiel qu'on comprenne que le mouvement MeToo, c'est un mouvement positif,
C'est un mouvement qui est là pour construire des nouveaux récits, des récits qui existent depuis toujours mais qu'on n'avait pas envie d'entendre, et que en fait il faut un peu forcer, quoi, et qu'on est un peu... Cette parole, elle n'est pas accueillie facilement, elle est même pas accueillie, donc il faut trouver les espaces pour l'accueillir, et ça passe aussi par les récits de cinéma et les récits de littérature. Quand on est victime de violences sexistes ou de violences faites aux femmes, comment est-ce qu'on peut mettre des mots dessus quand on n'a pas encore l'accès au langage et l'accès aux images ? Parce que non, la plupart des viols, c'est pas un inconnu dans la rue. Non, c'est pas ça. Donc en fait, quand ça nous arrive et qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe, quand on subit une emprise et qu'il n'y a pas de récit de fiction qui raconte ça, en fait, on met beaucoup de temps à pouvoir s'en sortir. Et je pense que voilà, on a un moment où on voit qu'on a un besoin que ces paroles-là, non seulement elles soient entendues, mais que ce soit comme une vague, quoi, que ça devienne quelque chose sans cesse, sans fin, tant qu'on n'aura pas vraiment pris des actions, tant qu'il n'y aura pas une vraie révolution dans nos imaginaires, parce que c'est une épidémie, en fait. J'aime bien ce mot d'épidémie, effectivement, parce qu'on sent quand même un effet de contagion et de contamination au bon sens du terme, et on se dit peut-être que l'effet domino va jouer. Comment vous pensez que les réseaux sociaux qui véhiculent le pire, on vient de le voir il y a encore pas longtemps, et aussi le meilleur, ont permis aussi cette prolifération des prises de parole ? Je pense que ça a été essentiel, mais pour moi c'est le cas aussi pour la parole féministe. C'est-à-dire que c'est des récits et des paroles, quand elles sont politisées, elles sont tellement isolées que je pense que les réseaux sociaux nous permettent de créer ce lien-là. Et en tout cas, quand il nous manque des récits, de pouvoir mettre un hashtag et voir d'autres récits. Là, par exemple, sur Twitter, il y a tout un hashtag autour de qu'est-ce qui se passe après avoir accouché. Toutes les histoires postpartum qui ne sont jamais racontées, qui sont invisibilisées. C'est aussi ce que j'écris dans le livre, en fait. Dès que ce sont des expériences qui sont liées au corps féminin, eh bien, il n'y a pas de place pour les voir, il n'y a pas de place pour les entendre. Et donc, de voir toutes ces femmes qui se mettent en scène, qui mettent des photos d'elles après avoir accouché, avec leur couche, avec leur ventre, etc. On utilise les réseaux sociaux parce que tout ça, ce sont des images manquantes, ce sont des récits manquants. Et cet aveuglement, eh ben, il fait violence. Et donc, on a besoin de s'emparer d'autres moyens pour pouvoir exister et aussi pour donner de la valeur, en fait, à ces expériences-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? On est isolé. On est isolé, on n'a pas d'autres récits. Moi, cette année, j'ai fait l'expérience de la grossesse, de l'accouchement. Je n'avais pas de récit, je n'avais pas de représentation. Et c'est quelque chose qui m'a profondément interrogée parce que je terminais l'écriture de ce livre à ce moment-là, et je me suis dit je vais regarder des films pour savoir comment accoucher, parce que je n'ai pas fait la préparation à l'accouchement. Et il y avait Alien, quoi. Donc c'était en même temps une piste parmi tant d'autres. Mais ça m'a vraiment interrogée parce qu'il y avait le film de Judd Apatow où c'est grotesque en fait, et des films d'horreur. Alors c'est clair qu'il y a de la... Enfin, oui, ça peut être grotesque d'accoucher, ça peut être horrifique d'accoucher, mais en fait je me suis posé la question de pourquoi est-ce que c'était pas représenté, alors que ça fait partie de l'expérience de beaucoup de personnes. Donc pourquoi est-ce que ça n'existe pas sur nos écrans ? Et donc voilà, c'est toujours s'interroger sur pourquoi est-ce que l'expérience féminine n'a pas de valeur. Quand vous avez décidé d'écrire ce livre, Le regard féminin, une révolution à l'œuvre, où comme vous le dites, vous théorisez donc ce qu'est le female gaze, est-ce qu'il y a eu un déclic ? C'est-à-dire, vous êtes spécialiste des séries, vous vous attachez à tout ce qui est représentation des genres à l'écran, sur les écrans de cinéma, dans les films. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu vraiment à un moment donné un corps manquant, ou justement un trop-plein de corps, masculin ou féminin, qui vous a fait vous dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir au-delà ? Moi, j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. C'est un peu là-bas que ça a commencé parce que j'ai lu le texte de Laura Mulvey qui théorisait le male gaze. Donc, c'est l'idée que le regard de la caméra est un relais
du regard du héros et que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie donc au regard de la caméra qui relaie le regard du héros qui prend du plaisir en regardant les personnages féminins comme des objets. Donc moi, c'est un texte critique que j'ai découvert, en fait, à vrai dire, pendant mon doctorat. Et ce n'était pas du tout une approche à laquelle j'avais pensé. Et j'ai écrit ma thèse sur la représentation des mauvaises mères dans le cinéma. Et c'était donc j'avais quand même une approche un peu genrée dans ma thèse, mais je pensais pas encore à qu'est-ce que ça pourrait être qu'un regard féminin, tout simplement parce que j'avais pas vu assez de films qui en mettaient un en scène. Et il y a quelques années, le terme de female gaze a commencé à circuler beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans des magazines, sur des couvertures de magazines. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce regard féminin ? Et à chaque fois qu'en fait c'était utilisé, c'était comme synonyme de regard de femme. Et je me suis dit que non, en fait, c'était pas le regard féminin. Il fallait pas l'essentialiser aux femmes. Et en fait, il n'y avait pas de livre qui le théorisait. Et donc je me suis dit, on va y aller. On va voir si j'y arrive. Et donc ça a été vraiment de travailler de manière un peu empirique, en fait, d'essayer de regarder le plus de films possible et de voir je suis partie en fait dans mon expérience de spectatrice pour essayer de déterminer un corpus et de regarder jusqu'à ce que je puisse affiner ce qui se passait et de le théoriser et d'arriver en fait à cette idée que le regard féminin, ce serait d'être dans l'expérience d'une héroïne et l'expérience de son corps féminin et que ce soit un corps qui soit sujet. Et à partir de ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que la plupart des films qui avaient des héroïnes étaient ce qu'on appelle des portraits de femmes, mais donc toujours à distance, où les héroïnes étaient des femmes souvent très jolies, mais elles étaient souvent fétichisées, elles étaient souvent un objet de désir, parfois trouble, mais que je ne ressentais jamais ce que l'héroïne traversait, que j'étais toujours à l'extérieur en train de la regarder. Et puis, j'ai commencé à voir des films qui me mettait dans la peau de l'héroïne. Et je me suis rendu compte que je me sentais habitée par ces films-là et que c'était des images qui restaient et qui avaient quelque chose de corporel, en fait, qui avait quelque chose de physique dans cette expérience de cinéma, que ça me collait à la peau, que je sentais que mon corps était investi par ces images et que ça produisait un autre rapport à l'écran. Et c'est en fait en partant de cette expérience physique-là que je me suis fait confiance et que j'ai commencé à revoir de plus en plus et puis à essayer de produire un corpus et à faire de la recherche. Mais vous dites que vous avez théorisé. En fait, vous avez aussi amené le contenu de ce mot female gaze. C'est vous qui nourrissez le contenu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le female gaze, c'est ce que vous y avez mis, Iris Bray, avec ce que vous êtes, avec votre héritage, avec votre histoire, avec votre double ancrage américain et français. Vous l'avez écrit en féministe, ce livre. En féministe héritière des féministes françaises ou héritière des féministes américaines ? Je pense que je suis l'héritière de féministes françaises qui sont plus connues aux États-Unis qu'en France. Vous pensez à qui, par exemple ? Par exemple, je me souviens très bien d'avoir découvert un texte d'Hélène Cixous qui s'appelle « Le rire de la méduse » aux États-Unis. J'avais jamais entendu parler d'Hélène Cixous. Je faisais ma thèse à NYU et on m'a demandé de lire ce texte en face d'elle. Moi, je ne savais pas qui c'était, donc j'ai commencé à faire un peu de recherche. Et donc, du coup, c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, Derrida, Foucault, on les connaît en France aussi, mais Cixous, Irigaray, Wittig, on les connaît beaucoup moins. Et donc, moi, j'ai traversé l'Atlantique avec cette pensée. C'est-à-dire que cette pensée, elle a traversé, elle est arrivée aux États-Unis, elle a permis d'amener la théorie queer. Et j'espère maintenant qu'elle va revenir en France et qu'on va pouvoir s'en emparer pour définir des nouveaux concepts et que ce qu'ils appellent la French Theory existe en France et soit enseignée en France de manière beaucoup plus libre et qu'on s'empare de ces textes aussi parce que c'est ça aussi quand on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait quand
quand on n'a pas accès à l'université ou qu'on n'a pas accès à certains cours ou que l'enseignement est un enseignement patriarcal, comment est-ce qu'on fait? Parce que moi-même, je suis prof de cinéma et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais exactement de la même manière que mes profs m'avaient enseigné, c'est-à-dire des hommes qui enseignaient toujours les mêmes films, toujours de la même manière. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a d'autres trucs à montrer, quoi. Mais personne ne me les avait montrés. Donc, par où est-ce qu'on prend le problème? Quand on est toute seule à la bibliothèque, comment est-ce qu'on fait? C'est des rencontres. Et puis, je pense que les réseaux sociaux, maintenant, ça sert aussi à ça, à se transmettre des textes. D'ailleurs, ça ramène un peu à ce que disait Patrick Boucheron quand il est venu. Il a parlé de la notion de sacrifice. À l'aune de ce qui se joue actuellement, à l'aune de l'histoire d'Adèle, à l'aune de Gabriel Maznev et Vanessa Springora, faut-il renoncer et consentir à renoncer à des œuvres que nous avons aimées et qui, par la moralité ou la moralité de leurs auteurs, posent sans doute problème? Vous avez dit, je crois, avoir définitivement éradiqué de votre corpus d'enseignement, dans votre cours de cinéma, certaines œuvres d'auteurs accusés d'agression sexuelle. Donc cette idée du sacrifice, vous y souscrivez? Non. Pour moi, c'est pas du tout un sacrifice, c'est extrêmement joyeux. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se débarrasse de certaines œuvres, il y en a d'autres qui arrivent. Et ces œuvres-là, elles sont tout aussi réjouissantes. Parce qu'elle nous parle beaucoup plus. En tout cas, moi, elle me parle beaucoup plus. En fait, il y a deux choses un peu dans ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout l'impression je ne souscris pas, en tout cas, à la notion de sacrifice. Je trouve ça extrêmement joyeux, en fait, de pouvoir évoluer et d'avoir un rapport même qui peut évoluer à un film. Il y a certains films que j'ai adorés adolescente et aujourd'hui, je les regarde et je ne les aime plus. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres maintenant que j'aime et que j'ai pu m'ouvrir aussi à d'autres œuvres. Et donc ça, c'est très réjouissant. Quant à mon choix de ne plus enseigner des hommes accusés de viol, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais ma vie à enseigner des œuvres d'hommes accusés de viol. Et à un moment, ça suffit. Il y a d'autres choses, quoi. Donc, surtout, en fait, je me suis rendu compte que je parle d'un point de vue hyper privilégié. J'ai eu accès à une fac, à une très grande école. J'ai eu accès aux grandes écoles. J'ai eu accès à un enseignement supérieur d'une qualité incroyable. Et pourtant, malgré cela, toutes les œuvres de femmes ne m'étaient pas accessibles et ne m'ont pas été enseignées. Donc, moi, je pars de cette position-là et je me dis que comme aujourd'hui, j'ai vu plein d'autres films et que j'ai d'autres connaissances et aussi que j'ai rencontré le féminisme, c'est moi, mon choix d'enseignante, de proposer à mes étudiants d'explorer ensemble un corpus et que ce corpus, je vais le composer de manière égalitaire, c'est-à-dire que oui, je choisis d'avoir 5 femmes et 5 hommes réalisateurs. Je choisis de ne pas enseigner les hommes accusés de viol. Je ne les efface pas en fait de l'histoire. Je dis à mes étudiants, donc je fais un cours sur le cinéma du look, donc c'est les années 80 en France. Oui, il y a Luc Besson, il est accusé de viol, il a fait un film qui s'appelle Subway. Je vous invite à le regarder si vous le souhaitez. Moi, par contre, je vais vous montrer Les Amants du Pont-Neuf et c'est parti pour Léos Carax. Donc c'est pas grave, je veux dire, Léos Carax, son film, il a autant de valeur pour moi que Luc Besson, mais c'est d'essayer de changer un système, il faut faire des choses un peu radicales, même honnêtement qui me mettent un peu mal à l'aise. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi si un ou une prof m'avait dit ça, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, si je change la manière dont j'enseigne les œuvres, ça peut avoir des répercussions. Et moi, je mets en place une pédagogie féministe, et je le dis. Enfin, les étudiants savent où ils arrivent quand ils arrivent dans mon cours, mais ça... C'est partout, en fait. C'est ce qu'on choisit de montrer, la manière dont on enseigne, de se dire, de valoriser d'autres choses, même parmi mes étudiants. On nous a appris que la pensée, c'était plus important que la manière dont on ressentait les choses, que de savoir écrire une dissertation, c'était plus important que de savoir écrire une pièce de théâtre. Eh bien non, en fait. Qui a décidé ça? Moi, je dis à mes étudiants, vous avez le choix. Si vous voulez écrire un récit personnel, faites-le. Si vous avez envie de me faire une dissertation en 3 parties, faites-le. Mais il faut qu'on réfléchisse de manière globale à comment est-ce qu'on a appris à valoriser certains enseignements, certaines manières de réfléchir qui, moi, m'ont bloqué trop longtemps.
Ce à quoi on doit réfléchir, et c'est ce dont on prend conscience en lisant le livre, c'est aussi à la manière dont notre regard a été totalement conditionné, éduqué, suréduqué, et dont on pense être maître de son regard quand on regarde un film, et en fait, on ne l'est pas. Et ça, c'est terrible, parce que ça fait froid dans le dos, parce que si on se repasse mentalement les images du film dont vous parlez, de plusieurs films dont vous parlez dans le livre, on s'aperçoit qu'on s'est fait duper d'une certaine façon. Et qu'on a été presque manipulé, mais comme un metteur en scène peut manipuler son public, Iris Bray. Ça fait peur, hein, au fond, cette invisibilité dans laquelle ont été maintenues certaines femmes, et aussi tout ce système qui s'est déployé sur un plan esthétique, artistique, politique, et qu'on n'a pas vu se mettre en place. Oui. Il sert à ça, votre livre. Il sert à ça, mon livre. J'espère que... Non, mais bon, il y a des émotions positives aussi en le lisant, mais pour moi, c'est pas de la peur. Tout ce que je dis est très positif. Hein. C'est de la colère. Moi, j'ai ressenti beaucoup de colère. Oui. Oui, parce qu'on se rend compte tout simplement que le corps des femmes a été filmé d'une certaine manière pendant des années, et que comme il y a un héritage qui se crée, un héritage qui souvent découle d'un inconscient patriarcal, et que la plupart des cinéastes, hommes ou femmes, n'ont pas déconstruit la manière dont ils ont appris à désirer. Et donc on fait partie d'une culture qui a appris à désirer à travers la domination. Et ça, ça paraît tout bête, quoi, mais en fait c'est juste complètement dingue. Qui a décidé que il fallait être dans un rapport de domination pour créer de l'excitation. Donc c'est à partir du moment où on commence à le voir, on commence à le voir partout. Et donc oui, ça peut faire peur, ça peut mettre en colère, mais surtout, ce que j'essaye de montrer avec le livre, c'est qu'il y a cet autre regard que j'appelle le regard féminin, qui réinvente une grammaire cinématographique, qui réinvente une manière de filmer le désir, qui réinvente la circulation du plaisir. Et ça, c'est quelque chose, justement, quand vous dites que vous avez l'impression d'avoir un peu été manipulé par un réalisateur, moi, ça me pose la question, en fait, de toute une chaîne, en fait, entre ce qui se passe sur le plateau, la création des images, et nous, dans la salle ou devant notre écran, qui recevons ces images. Et il y a une chaîne de violence aussi là-dedans. Donc, il faut... moi, je ne supporte plus de me sentir captive au cinéma, et c'est quelque chose sur lequel je n'arrivais pas vraiment à mettre des mots. Et j'ai mis, notamment là, à Cannes, quand j'ai vu le film de Keshish, Mektoub My Love, le deuxième volet, donc qui ne sortira sûrement pas, je me suis sentie complètement captive du film, mais à un point, c'était une violence, en fait. Je ressentais une violence. Et évidemment, je pouvais sortir de la salle du cinéma, sauf que je voulais écrire un article dessus, donc je ne suis pas sortie. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres films qui, au lieu de nous enfermer et de nous rendre captifs dans ce geste artistique, étaient en dialogue avec nous. Et ça peut passer par plein de choses, par plein de techniques cinématographiques, de mise en scène, mais aussi par de l'humour, par juste savoir en fait que le réalisateur s'adresse à nous. Et c'est un autre climat dans les salles, et ça se sent en fait. Ça se sent. Et donc voilà, déconstruire ce rapport de domination, il existe à plein d'endroits. Il existe sur les plateaux entre les réalisateurs et les comédiens, les comédiennes, au sein de la diégèse entre les personnages, mais aussi entre le réalisateur ou la réalisatrice et nous, spectateurs, spectatrices. Mais alors, par exemple, pour être concret, qu'est-ce qui fait la différence entre la façon dont Keshish filme Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux dans le film dont le titre m'échappe à l'instant, La vie d'Adèle, et Jane Campion qui filme La leçon de piano. Alors, qu'est-ce qui fait le male gaze chez Keshish et qu'est-ce qui fait le female gaze? Parce que vous y attardez assez longuement sur ce film de Jane Campion. Vous parlez même d'expérience kinesthésique en ce qui le concerne dans son film à elle. Par exemple, si vous regardez déjà un test hyper simple, parce que je parle beaucoup de sexe dans ce livre, c'est que vous allez regarder sur
YouPorn ou tous les sites pornographiques, et vous allez voir, en tout cas, si c'est du male gaze, ça y sera à coup sûr. Si c'est du female gaze, ça n'y est jamais. Donc déjà, c'est un bon indicateur. Si vous tapez Keshish, vous trouvez tout. Tout le film quasiment, puisqu'il faut quand même dire que ce sont des très longues scènes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la manière dont, dans la vie d'Adèle, même si j'en parle pas vraiment dans le livre, mais dont c'est mis en scène, c'est que c'est des plans extrêmement longs, avec très peu de coupes. Donc, l'idée première d'une scène comme ça pourrait être qu'on ait donc ces deux femmes qui couchent ensemble. On pourrait suivre leur expérience, mais c'est pas ça en fait. C'est justement une mise en scène de la captivité, puisque la durée du plan fait qu'on a l'impression qu'elles sont prisonnières du plan, et on est nous-mêmes prisonniers par la longueur. Et c'est la même chose qui fait dans le deuxième volet, puisqu'il y a une scène de cunilingus de 12 minutes, mais qui ressemble à une scène de torture. Donc c'est quand même très impressionnant, quoi. Alors, donc ça, c'est nous imposer. On a l'impression que tout est imposé. Que aussi, ces deux corps de femmes, ils ne sont pas filmés pour montrer leur plaisir ou leur désir, mais ils sont là pour faire plaisir au réalisateur. Donc ça va être, par exemple, dans la vie d'Adèle, il y a un plan d'Adèle Exarchopoulos qui pose nue devant Léa Seydoux, et donc pour parler vraiment de mise en scène, la caméra va commencer à ses pieds, va longer son corps nu, va s'arrêter sur son sexe qui est nu, et va remonter jusqu'à ses seins, et va remonter jusqu'à elle, comme si elle était vraiment un objet. À aucun moment on va être dans son regard à elle, qui regarderait par exemple la femme qu'elle aime. Et donc le contrepoint en fait des scènes de sexe de la vie d'Adèle, pour moi c'est presque plus le film Je tue il, elle de Chantal Akerman, où il y a une scène de sexe entre deux femmes aussi qui est longue, mais qui est extraordinairement belle, tout simplement déjà parce qu'on a l'impression d'être avec les héroïnes. Et comment est-ce que ça se sent ? Ça se sent par l'endroit où est posée la caméra et la distance qu'Akerman adopte. C'est-à-dire que la caméra est plus proche que Keshish sur les plans d'ensemble, c'est-à-dire que Keshish se recule assez pour qu'on les voit comme en entier, comme deux objets de loin, ou en très gros plan pour morceler. Et chez Akerman, il y a cette distance qui fait qu'on voit les corps en entier, mais elle les filme comme des formes et comme deux personnes qui se rencontrent et qui créent ensemble un nouveau corps. Et il y a toujours la notion d'un corps habité chez Akerman. Et malheureusement, ces films sont beaucoup moins vus aujourd'hui, mais c'est une cinéaste indispensable en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'expérience féminine, et notamment filmer deux femmes ensemble sans érotiser les corps lesbiens, parce qu'après ça c'est tout un autre imaginaire. Comment est-ce qu'on représente deux femmes qui font l'amour ? Et c'est un imaginaire très pornographique qui est mis en place par les cinéastes. Et donc il faut qu'il y ait d'autres propositions. Et alors, ce qui est génial quand on lit le livre, c'est qu'il n'y a pas un effet de décalcomanie. Le female gaze n'est pas la décalcomanie inversée du male gaze. Et vous évitez absolument tous les pièges de la binarité qui auraient pu peut-être parfois être tentants, je ne sais pas. Et vous passez au fond de biais d'une certaine manière. C'est-à-dire que là où il y a un rapport d'altitude, de verticalité, vous passez par un rapport horizontal. Et rétablissement, une horizontalité justement entre le spectateur et ce qu'il regarde, c'est-à-dire le sujet et non pas l'objet. Vous définissez aussi des rapports d'égalité et ça devient très politique cette histoire du coup. Presque plus politique qu'artistique d'une certaine manière. Oui, c'est un livre politique, mais ce sont des œuvres politiques. Parce que de réfléchir en fait à la notion d'égalité, c'est politique aujourd'hui. Et pour bien comprendre, c'est-à-dire que le female gaze, c'est pas filmer les hommes comme des objets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont été hyper contentes dans le dernier Tarantino que Brad Pitt soit torse nu sur le toit et soit filmé comme un objet de désir. Moi aussi, je suis contente, il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est le même ressort
visuel que le male gaze, c'est-à-dire c'est qu'on prend du plaisir en regardant l'autre comme objet, que ce soit un homme ou une femme. Après, évidemment, le corps masculin est presque jamais filmé comme ça, et ce serait intéressant qu'il le soit plus, je ne dis pas le contraire, mais le female gaze, c'est autre chose. C'est vraiment sortir de ce rapport de désir et de plaisir qu'on a à la domination et d'essayer de voir ce que ça pourrait donner, d'avoir du désir à égalité et de filmer les corps à égalité. Et ça paraît simple, mais en fait c'est tellement, tellement rare que ça nous demande de réfléchir en fait à une grammaire érotique qui est celle dans les films, mais qui a aussi un impact dans nos vies. Mais est-ce qu'un réalisateur ou une réalisatrice de cinéma adopte une fois pour tout le female gaze? Est-ce que ça fait apparition parfois dans ses films, puis ça disparaît et il repart sur le male gaze? Est-ce que c'est constant ou est-ce que c'est inconstant, Iris Bray? C'est une grosse question. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que comme le female gaze, c'est un geste de mise en scène conscient qui demande d'avoir déconstruit un imaginaire, d'avoir déconstruit son rapport au désir et au plaisir, d'avoir mis en question son héritage de cinéphile. C'est rare qu'un cinéaste, homme ou femme, retourne vers du male gaze après avoir fait du female gaze. Ou alors, ça va être un choix conscient. Et du coup, ça va raconter quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant que si c'était inconscient. Mais c'est rare. Là, je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui aurait pu faire une œuvre female gaze et qui serait reparti dans un inconscient patriarcal total. Vous avez un peu bousculé l'écriture du livre parce qu'il y a eu Cannes et qu'il y a eu le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que ce film figure dans votre livre? Parce que c'est un manifeste. C'est un film manifeste et que c'est un film sur le regard et que c'est un film sur le regard à égalité et que c'était aussi une mise en scène de ce que j'avais écrit, parce que le livre était quasiment terminé à ce moment-là. Et du coup, c'était une nouvelle esthétique du désir, c'était aussi une nouvelle manière de filmer les corps féminins, c'était une nouvelle manière de filmer les scènes de sexe, et qui me paraissait essentiel en fait. J'avais pas de française en fait, j'avais pas de cinéaste française forte sur la question du female gaze avant ce Cannes-là. Il m'en manquait vraiment, et ça me posait beaucoup de questions sur la nouvelle génération. Et du coup, il m'a paru important de bousculer l'écriture du livre et du coup de demander à mon éditeur de me donner plus de temps et de repousser la sortie, parce que c'était trop important que ça arrive en France. Mais si vous voulez, tout ça a évidemment un lien. Ce qui est mis en scène dans le film de Céline Sciamma, La parole d'Adèle Haenel, puis ce livre, c'est le même mouvement politique qui est celui de réfléchir au rapport de domination, aux représentations et à ce qu'on en fait, et d'essayer de créer des nouveaux imaginaires, de dire aussi que ces films, ils n'arrivent pas de nulle part. Donc, avant Céline Sciamma, il y a Chantal Akerman. Et puis il y a Jane Campion. Donc c'est de se dire qu'il y a une historicité en fait de ces regards-là et de ces histoires-là, mais c'est juste que comme elle est pas du tout sous nos yeux, c'est compliqué pour les spectateurs et les spectatrices de savoir quel est l'héritage. Mais il y a toujours un héritage. Évidemment qu'il y a une inventivité et que elles sont pionnières toutes les deux. Mais même si elles sont pionnières, elles arrivent de quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre livre le désir aussi de faire sortir d'une culture à la marge, et peut-être faut-il qu'elle y reste, je ne sais pas si vous qui avez la réponse, voire d'une contre-culture, ce qui ressort du female gaze, parce que Chantal Akerman, ce n'est pas du cinéma grand public, c'est ce qu'on appelle du cinéma d'auteur, si je ne m'abuse. Et Céline Sciamma, elle accède à autre chose. Donc il y a quelque chose qui bascule actuellement. Mais faut-il
sortir de cette marge? Faut-il en sortir au risque peut-être de perdre son âme ou de je sais pas? C'est une question en fait, à laquelle j'ai réfléchi au moment d'écrire la conclusion et l'introduction, parce qu'on écrit toujours l'introduction en dernier, de se dire, c'est-à-dire que en faisant ce livre, j'avais envie que ces films fassent culture, donc arrivent dans la culture populaire, accessible, mais est-ce qu'en faisant ce geste-là, du coup, je n'enlevais pas le côté contre-culture de ces œuvres, et du coup, est-ce que j'étais en train de dépolitiser ces œuvres en les faisant passer dans un canon que je veux être accessible et populaire? Ça, c'est une question que je me suis posée. Je pense que ces œuvres, elles feront toujours partie d'une contre-culture, une contre-culture féministe, une contre-culture queer, mais qu'il faut absolument que ces imaginaires-là, ils infusent l'imaginaire dominant pour pouvoir renverser l'imaginaire dominant qui ne met pas ces récits-là en valeur. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle autant de Chantal Akerman que de Wonder Woman, quoi. Pour moi, je vois ces films à égalité. Pour moi, c'est pas parce qu'un film est populaire qu'il est moins intéressant artistiquement qu'un film de Chantal Akerman. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup Chantal Akerman ce soir. Je vais parler d'autres cinéastes, mais... On peut parler d'Agnès Varda, vous en parlez. Enfin, oui. Elle n'est pas la seule à être convoquée dans les pages. Bien sûr, elles sont pas du tout, elle n'est pas du tout la seule. Mais je parle d'Akerman, en fait, parce qu'encore une fois, personne ne m'avait montré ces films. Donc, je veux dire, j'ai découvert hyper tardivement Akerman, et je l'ai découverte aux États-Unis. Alors que j'ai l'impression que Varda, elle fait plus partie d'un imaginaire collectif français, même si Akerman est belge. Mais je veux dire, j'ai envie qu'il y ait certains noms qui reviennent plus souvent et qui deviennent des noms populaires, même si ça a été des noms hyper importants pour les contre-cultures, hyper importants pour se sentir moins seul. Mais on a besoin de ces noms-là et de ces œuvres-là pour changer la donne, quoi. Ça suffit, en fait. Moi, j'en ai marre, en fait. Je suis à un moment où de tout le temps voir les mêmes noms d'hommes partout, tout le temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on nous enseigne les Frères Lumière, par exemple? Pourquoi est-ce que... je veux dire, l'exemple d'Alice Guy, il est tellement parlant, parce que c'est elle qui invente la fiction. C'est elle qui comprend que le cinéma, c'est là pour raconter des histoires. Pendant que les Frères Lumière, ils sont en train de filmer des trains. Donc, pourquoi est-ce qu'on connaît tous l'arrivée en gare à La Ciotat et on ne connaît pas tous la fée aux choux, quoi? Qui a décidé? Les hommes. Voilà, donc c'est vraiment dans cette espèce de... C'est-à-dire qu'à la base, vraiment, quand on regarde au début du cinéma, entre les Frères Lumière et Alice Guy, elle invente tout le temps. Elle est en train d'inventer en permanence. Et elle a une œuvre fascinante qui n'est pas enseignée. Et ça me pose question sur pourquoi est-ce que ces films-là, on y a moins accès. Ils sont sur YouTube de manière illégale. Ah. Est-ce que d'une certaine manière, ce qui vient de se passer au César, c'est-à-dire la nomination du film de Polanski sur plusieurs Césars potentiels, ça va peut-être bouger avec la démission de tout le bureau des Césars, mais est-ce que c'est de même nature? C'est-à-dire on continue d'être dans le déni, dans le mépris, enfin quand je dis on, oui. Le patriarcat, appelons-le comme ça, même si c'est un peu vague, continue d'être dans le mépris, le déni et la tentative d'invisibilisation et de mutisme finalement, de ce qui se dit, de ce qui se dit partout, de ce qui se dit de plus en plus fort. Oui, moi je le vois c'est comme la même chose. Je le vois comme une résistance. Après, comme les personnes qui votent, donc c'est 4500 personnes qui votent, dont 35% de femmes, vont voter le jour des Césars pour les gagnants. Je me dis qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait entre ces nominations. Et moi j'ai l'impression, peut-être pas du tout pour ces 4500 personnes, mais peut-être que ça va changer quelque chose le jour où ils vont voter. Je sais pas. C'est très compliqué les Césars, c'est-à-dire que
les personnes qui décident qui sont les meilleurs films français de l'année. Je veux dire, est-ce que vraiment le film de Bedos, c'est le meilleur film français de l'année? Je veux dire, c'est souvent des noms qui arrivent. C'est pas... et encore une fois, on regarde la liste des Césars et les femmes sont absentes. Sibylle de Justine Triet, il est où? Une fille facile de Rebecca Zlotowski, il est où? Enfin, je veux dire, elles disparaissent systématiquement, quoi. Du coup, Mati Diop, elle a un truc pour le premier film, mais elle pourrait être dans plein d'autres catégories. Donc, pour Atlantique. Donc, moi, ça m'interroge, en fait. C'est quoi notre culture, quoi? Qui est en train de choisir quelle est notre culture? Qui est en train de choisir de qui est récompensé? Qui commente aussi cette culture et qui l'écrit? Bien sûr. Je crois qu'il y a un endroit où, je ne sais pas si c'est dans le livre, je crois que c'est dans une interview que je l'ai lue, vous parlez de la critique cinéma. En disant que, bon, ce qui n'est pas complètement fou, la critique aujourd'hui, tout le monde s'en fout, mais enfin bon, il en reste quand même. Et c'est vrai que vous avez eu des attaques assez virulentes de la part de critiques cinéma qui sont pas loin de tout accès de censure ou de choses comme ça. Bah oui, non mais... C'est tous les rouages de la machine, en fait, qui sont, je vais employer un mot un peu fort, mais qui sont un peu infestés. Ah ben oui, c'est partout, mais c'est pas que dans le cinéma, mais c'est absolument partout. Après... bah oui, on s'en prend plein la gueule, mais ça c'est normal. Dès qu'on essaye de faire changer un système, il y a une résistance. Moi, je l'accueille de manière assez joyeuse, même si parfois c'est très très violent. J'évolue dans un monde qui est dominé par des hommes qui n'ont pas envie de réfléchir à ces questions, et du coup, quand on leur demande de réfléchir à ces questions, c'est parfois compliqué, et aussi c'est compliqué pour beaucoup de femmes. Donc, je sais qu'en fait, mon travail, il touche à l'intime. Parce que même si je parle de cinéma et de regard, quand on parle de cinéma et de regard, on parle de désir. Quand on parle de désir, on parle d'intimité. Donc on parle de sexualité. Et du coup, ça demande de réfléchir à son parcours et ça demande de réfléchir à son corps. Et c'est pas quelque chose... qu'on a forcément envie de faire, et c'est aussi pas forcément quelque chose auquel on a accès. Donc, quand il y a violence, c'est que je sais que je touche à quelque chose, et du coup, j'ai de l'indulgence pour cette violence-là, parce que je sais que ça peut aussi changer, parce que c'est des trajectoires, que la pensée, il faut qu'elle soit en mouvement. Ma pensée aussi, elle est en mouvement. Peut-être que je ne tiendrai pas les mêmes positions dans 5 ans, je ne les tenais pas il y a 5 ans. Donc... j'entends que comme il y a une radicalité dans mon geste, il y a aussi une violence dans mon geste, et c'est normal que je sois attaquée. Après, je pense qu'on se pose les mauvaises questions quand on se pose la question de la censure et de la morale. Tout va bien pour Polanski, quoi. Je veux dire, où est la censure ? Arrêtons de parler de ce mot de censure pour parler du film J'accuse. Le film a été financé à des hauteurs, il est soutenu. Ce récit-là, il est soutenu, il est diffusé. L'œuvre, elle existe, elle ne va pas être bannie. Non, la censure, elle existe du côté des œuvres qui sont réalisées par des femmes et des récits féminins. Il faut comprendre que la censure, elle n'est pas à l'endroit de Polanski. On est dans une société qui, globalement, a censuré les œuvres de femmes parce qu'elles étaient produites par des femmes, pour cette simple raison. Donc il faut qu'on repense le terme de censure. Il faut aussi qu'on repense l'idée de la morale, parce que en écrivant ce livre, à aucun moment j'essaye d'être dans une moralisation. Les films qui génèrent du male gaze et prendre du plaisir en objectifiant les femmes, ça va toujours être là. Et tout le monde a le droit de jouir comme ça. Même moi, je jouis comme ça. Il n'y a aucun problème. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a autre chose qui existe. Et que du coup, ça peut être que super joyeux. Et qu'en plus, ces films qui existent vont beaucoup plus loin dans la représentation des sexualités. J'ai un chapitre entier sur la jouissance. Bah ouais, oui, j'allais y venir. Bah oui, donc je veux dire, c'est réjouissant. Il y a plein de choses très gaies dans mon livre et dans
ce que ces cinéastes ont produit comme image. Donc, après, il y a des positions éthiques qu'on peut avoir face à ces débats, face à Polanski. Oui, pour moi, c'est des positionnements éthiques qu'on peut avoir, mais c'est pas moral, c'est pas le bien ou le mal, c'est éthique, il faut qu'on discute, il faut qu'on avance ensemble, et chacun a le droit de se positionner dans ce débat. J'allais venir effectivement à tout ce chapitre sur la jouissance, parce qu'il y a le chapitre sur le viol où vous montrez de quelle manière on ne voit plus. Oui, c'est vrai, il y a un chapitre sur le viol aussi qui est beaucoup moins drôle. Aussi. Non, mais en fait, en dehors du fait que ce soit drôle ou pas, moi, on peut en parler de manière grave, c'est pas pour autant que c'est pas quelque chose de profondément dynamisant, ce livre. Même si ce qu'on y découvre ne fait pas toujours plaisir, parce qu'on se sent bête de ne pas l'avoir découvert avant, d'une certaine manière. Enfin, grâce à vous, maintenant, on le sait. Donc, il y a ce chapitre sur le viol, vous nous expliquez effectivement comment on ne voit même plus qu'on assiste, et vous-même, vous vous êtes fait piéger. Il a fallu que ce soit de jeunes étudiants qui vous disent que dans Game of Thrones, je crois... C'est pas dans Game of Thrones. C'est Godard. C'est pas un viol, mais... Il y a un chapitre sur la jouissance, il y a un chapitre sur les corps déchaînés, les corps en mouvement. Ouais. Et je me suis dit, au fond, au-delà de tout ce que vous théorisez à travers le female gaze et qui postule une égalité de relations, une horizontalité des relations, et donc la fin, effectivement, de ce système patriarcal dominant-dominé, cette idée du désir de la femme, qui est comme une flamme au centre du livre, qui pourrait être comme une flamme sur les écrans de cinéma, qui pourrait être comme une flamme tout court, et qui visiblement terrifie pas mal de monde, c'est ça le plus subversif et le plus embêtant probablement pour vos détracteurs. Moi, je crois dans le livre que vous avez écrit, il me semble. Ça me plaît. Oui, ça me plaît. C'est bien ça que vous faites jaillir. Oui, j'espère, mais c'est vrai que c'est... Je veux dire, pour moi aussi, en fait, ça a été un processus et ça a été un chemin de déconstruire ces images-là, de comprendre que ce que je regardais, c'était un viol, de pouvoir mettre des mots dessus. Et c'est aussi le fait d'enseigner que je continue, parce que mes étudiants et mes étudiantes ont un nouveau regard et que eux, leur regard, il m'apprend en fait à regarder les œuvres différemment, parce que je veux dire, moi, j'ai d'ailleurs toujours un tel culte pour Godard que parfois, quand on enseigne le même film pendant 10 ans, on voit même plus certains trucs. Et quand tout d'un coup, une étudiante dit mais là, elle lui dit non, elle n'a pas du tout envie qu'il lui soulève sa jupe et qu'il lui touche ses fesses, et il le fait quand même, tout d'un coup, on se dit ouais, c'est vrai, elle n'a pas du tout envie. Mais je n'y avais jamais réfléchi. Parce que je suis avec le héros, et je suis dans le regard du héros, et je suis dans le désir du héros, qui a juste envie de pouvoir prendre Patricia comme un joli objet. Et que moi-même, je prends du plaisir à regarder Patricia comme ça. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est de sortir de ces automatismes-là qui demandent un effort. Et pour le viol, mais c'est... Je veux dire, ça... C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte à quel point il y a des viols, mais partout, qui ne sont jamais filmés comme des viols, on comprend pourquoi on a autant de problèmes pour parler de ça et pour déconstruire ces violences-là. Il y a une phrase que vous citez je vais la retrouver, dans le livre d'une réalisatrice américaine qui dit... Je vais la retrouver. Barbara Hammer, qui m'a troublée, parce que je trouve qu'elle est vertigineuse, en fait. Ce qu'elle ouvre est vertigineux. Elle dit « Mes films sont expérimentaux, être lesbienne est expérimental, on crée une nouvelle vie pour nous, alors pourquoi ne pas créer une nouvelle forme de média ?» Boum. Oui. Ça ouvre des perspectives. Hein. Ça ouvre des perspectives. Et j'ai l'impression que le female gaze, tel que vous le théorisez, tel que vous nous le faites parvenir, au fond, c'est un outil qui pourrait effectivement permettre de refilmer absolument tous les films depuis cette place-là. On change de chaise, on change sa position et on regarde un peu autrement. Et on peut refaire toute la cinémathèque française.
Mais c'est génial, parce que ça veut dire que la révolution esthétique, elle passera aussi par ça. Ben, je pense, oui, parce que en fait, c'est vraiment ça la réponse, c'est-à-dire que c'est une question d'esthétique, et l'esthétique, c'est politique. Du coup, quand on pense que mon livre parle de questions sociales, évidemment que ça parle de questions sociales, puisque ça parle de représentation des corps féminins. Mais je parle d'abord de mise en scène. Comment est-ce qu'on regarde les choses ? Comment est-ce qu'on a appris à regarder les choses ? Comment est-ce qu'on peut déconstruire et décoloniser nos imaginaires pour produire des choses nouvelles ? Parce qu'en fait, si on ne déconstruit pas toutes ces images-là, on ne peut pas produire d'œuvres révolutionnaires. Si on veut produire une œuvre révolutionnaire, il faut pouvoir déconstruire notre héritage. Et ça demande du travail. Ça demande du travail, c'est certain. Donc, il faut avoir envie de ça aussi, parce qu'il y a plein de cinéastes qui n'ont pas envie de produire des œuvres révolutionnaires, et c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait de la place pour ceux et celles qui ont envie de faire des gestes artistiques qui vont très loin et qui changent le monde. Je veux dire, ça peut changer le monde. C'est ça qui est dingue. Et à partir du moment où on va avoir je pense de plus en plus... Enfin, j'ai l'impression, moi, qu'on est à un moment de prise de conscience générale, et ça va avoir une influence sur nos arts. Ça va avoir une influence sur les œuvres qui vont être produites dans les prochaines années. Je veux dire, tous ceux et celles là dans la salle qui sont des jeunes personnes, c'est eux qui vont créer les œuvres du futur, et ça ne va pas être le même rapport. Aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas réfléchir à ça quand on filme. Enfin, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se dire c'est mon inconscient, j'ai voulu filmer cette scène de sexe sans trop y réfléchir pour un peu voir ce qui arrivait. Non, en fait, ça, c'est plus intéressant. Ça, on vient de se faire 100 ans, en fait, de je filme la scène de sexe comme j'en ai envie et j'y réfléchis pas trop. Ça a donné des choses graves. Et donc, il faut qu'on repense tout ça et qu'on réfléchisse au désir et ce que ça raconte et l'influence que ça a. Et surtout, ça génère des révolutions esthétiques. Parce que si ce phénomène se produisait dans la littérature, l'impact sur les générations éduquées à l'image, aux écrans, ne serait pas le même. Et je voudrais terminer sur ça, ce que vous venez plus ou moins de soulever, Iris Bray, c'est sur cette façon que vous avez de renverser un peu les perspectives, de renverser la table quasiment. Quel est le lien entre l'art et le réel ? Qu'est-ce qui influe sur quoi ? C'est un peu ça aussi la question du livre. Qu'est-ce qui influe sur quoi ? Est-ce qu'on a fini par ne pas trouver anormal qu'une femme se fasse harceler dans la rue ? Parce qu'au cinéma, finalement, les représentations ne nous disaient peut-être pas autre chose ? Ou est-ce que c'est parce que les femmes se faisaient harceler dans la rue que ça se retrouvait dans les scènes de cinéma ? Et vous posez la question de la responsabilité des artistes. Vous leur dites pas comment faire, vous leur interdisez pas de faire ce qu'ils font, mais vous posez la question de la responsabilité de l'art, ce qui nous ramène, en fait, qui boucle la boucle, finalement, avec la question que je ne vous ai pas posée au début sur l'œuvre et l'artiste, grand débat qui est compliqué à trancher pour pas mal. Est-ce que le cinéma est responsable ? Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on a une responsabilité dans la manière dont on filme les corps des femmes. Après, on a le choix de ne pas prendre cette responsabilité-là et de ne pas vouloir y réfléchir. Mais il me semble que tous les films qui y réfléchissent en sortent grandis. En tout cas, je regardais là dans mon livre, à la fin, je fais une liste des films female gaze. Ce ne sont quasiment que des très très grands films, parce que ce sont des cinéastes qui ont réfléchi au rapport qu'ils ont avec les images. Donc, ces personnes-là, quand on réfléchit, on invente des choses inédites. Et je parle dans le film d'un film d'Alice Guy qui s'appelle Madame a ses envies. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui a envie de mettre des objets phalliques dans sa bouche. Et pour qu'on ressente l'expérience féminine, Alice Guy a compris qu'il fallait qu'elle rapproche la caméra. Donc elle a littéralement pris le corps de la caméra et elle l'a rapproché de sa comédienne. Ça paraît très simple, mais ça s'appelle un déplacement. Et il faut absolument
qu'on apprenne à se déplacer. Et c'est pas facile, mais on y est là, on est en train de le faire. Ça existe depuis le début du cinéma, mais il faut continuer à se déplacer. Il n'y a que comme ça qu'on produit des grandes œuvres. C'est marrant parce que j'avais noté une phrase que vous dites sur Agnès Varda. Vous parlez du corps mouvant de femmes vagabondes qui incarne chez Agnès Varda, qui incarne une résistance à l'état immobiliste et réactionnaire. Iris Bray. Il faut se mettre en mouvement, là, il est temps, quoi. On a été tellement figés dans des imaginaires pendant tellement longtemps. C'est plus possible. Et pour moi, ça passe que par l'action. Et ça, je pense qu'au-delà en fait, de la responsabilité des cinéastes, c'est nous, on a une responsabilité en tant que spectateurs et spectatrices. Qu'est-ce qu'on regarde ? Comment est-ce qu'on le transmet ? Comment est-ce que les choses circulent ? Je veux dire, aujourd'hui, l'acte de regarder peut être un acte qui devient un acte politisé. Mais il faut être dans l'action, il ne faut pas être passif. On est à un moment critique où il faut être dans l'action, il faut qu'on se mette en mouvement, il faut que nos corps soient en mouvement, il faut que les corps féminins soient en mouvement pour qu'on accède à plus de liberté. Et surtout, que, en fait, tout ça va devenir de plus en plus joyeux pour les hommes aussi, quoi. Donc, oui, je veux dire, je parle du film d'Agnès Varda, où malheureusement son héroïne meurt de froid. Parce qu'elle a essayé d'être en mouvement et qu'elle a essayé de sortir de quelque chose. Mais je pense que c'est un autre destin qui nous attend si nous-mêmes, on s'essaye à ça. Iris Bray aime beaucoup Chantal Akerman. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Iris Bray. Vous l'aurez compris. Mais c'est pas seulement aimer, c'est un livre important, vraiment, vraiment. Je veux pas monopoliser la parole plus de temps. Si vous avez des questions, et je pense que vous devez en avoir, à poser à Iris, c'est le moment pendant une vingtaine de minutes. Bonsoir et merci beaucoup, c'était super. J'ai une question dans la continuité de ce que vous étiez en train de dire sur la responsabilité des artistes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez de la responsabilité des programmateurs, tout comme les commissaires d'exposition, par exemple. Voilà. Je pense que les programmateurs ont une énorme responsabilité. Être programmateur, c'est donner sa vision du monde. Donc, tout comme étant prof, tout comme étant sélectionneur, ce sont des choix, en fait. Quand on est programmateur, on fait des choix. Faire des choix, c'est donner une vision. Donc, je pense que c'est peut-être une question un peu tendue ici, mais il faut savoir se positionner au bon moment. Il faut savoir prendre ses responsabilités au bon moment. Et il faut savoir surtout être courageux. Et il faut savoir être courageuse, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais je pense qu'à partir du moment où on se connecte à ce courage-là, on se sent beaucoup moins seul. Et on n'est pas seul, en fait. Si on décide de parler et si on décide de programmer ou de ne pas programmer. C'est des gestes politiques aujourd'hui. Merci. Bonjour. Ça donne vraiment envie de lire l'ouvrage. Je vais me précipiter dessus à la sortie. Je me demandais, est-ce que pendant longtemps, l'affirmation d'un... alors j'allais dire regard, ou en tout cas d'une approche féminine a pu dériver vers une forme de différentialisme, d'essentialisme, y compris parfois dans certaines démarches féministes qui valorisent le féminin, mais qui finalement en reviennent un petit peu à reproduire une bicatégorisation et finalement des choses assez traditionnelles. Je ne ressens pas du tout ça dans ce que vous dites. Et donc comment vous vous situez par rapport à ça ? Oui, ça a été hyper problématique pour moi parce que le titre de mon livre c'est Le regard féminin et c'était super problématique parce que je voulais vraiment répondre au regard masculin de Laura Mulvey, du male gaze, mais c'est vrai qu'en anglais female gaze, il y a tout de suite la notion de corporéité dans female et pas du féminin. Seulement je suis face à un intraduisible en fait.
Du coup, j'essaye de faire attention dans le texte, d'être précise dans ma démarche et dans les exemples que je choisis, en parlant déjà de dire que le regard féminin il peut être produit par un homme ou par une femme cinéaste, et que le corps féminin, pour moi, c'est pas forcément un corps cisgenre, c'est un corps physique, mais c'est aussi un corps social, c'est un corps discriminé. Donc j'essaye de ne pas tomber en fait dans une essentialisation de ce que serait que l'expérience féminine, tout en mettant en même temps l'accent sur le fait que beaucoup d'expériences qui sont liées au corps féminin, que ce soit les règles, l'apparition des seins, l'avortement, toutes ces expériences-là qui sont directement liées au corps féminin, elles sont invisibilisées parce que c'est lié à ça. Donc, c'est un peu un fil sur lequel je suis, de ne pas vouloir essentialiser, mais tout en remettant quand même en valeur ce qui est lié au corps physique et social des femmes. Il y a un endroit où vous rejoignez le théâtre quand même. D'abord, vous convoquez Brecht assez souvent dans le livre. Oui. Mais quand vous dites, au fond, le female gaze, ça permet de ne plus être dans cette mise à distance. C'est-à-dire, on n'est plus passif, immobile sur son siège, on participe, on élabore. Au fond, c'est un peu le spectateur au travail de Rancière. On est dans une co-construction. Et c'est ça, le female gaze. Ça met le spectateur en mouvement, en action, en dynamique. Il n'est pas un sujet passif qui ingurgite un truc qu'on lui délivre. C'est exactement la même chose qu'au théâtre. C'est à peu près la même chose qui se passe. Complètement. Et moi, je trouve ça hyper joyeux aussi de ne pas se sentir passif quand on est face à une œuvre et de se sentir considéré par le metteur en scène, par la metteuse en scène, par le cinéaste, par la cinéaste. Parce qu'encore une fois, c'est toujours qui crée l'art ? Pourquoi est-ce que ce serait cette notion de toute puissance de l'homme artiste qui nous délivre son message ? Non, c'est terminé ça. Je veux dire qu'on va se regarder face à face, on va se regarder à égalité. Et je pense qu'il faut qu'on désacralise en fait cette position de l'artiste tout puissant qui a le droit de tout faire. Évidemment, c'est une vision et il faut aider l'artiste à mettre sa vision en place. Mais ça peut se faire sans violence. Du coup, ça se ressent dans les films qu'on voit de toute façon. Mais voilà, la question de l'homme et l'artiste, en fait, ça parle de ça. Ça parle surtout de pourquoi est-ce qu'on a érigé certains hommes à cette place-là. Parce que, je veux dire, cette question-là, on la pose jamais quand il est question des femmes. C'est-à-dire que vous lisez n'importe quelle interview d'une cinéaste femme, on va lui parler de ses enfants. Ah ben alors là, il n'y a pas de différence, quoi. Comment est-ce que le fait d'être mère a influencé la manière dont vous avez écrit ce livre ? Basique. Là, personne ne dit quelle est la différence. Quand c'est des hommes artistes qui sont accusés d'agression sexuelle, c'est le premier argument qu'on sort. Mais c'est jamais l'argument qu'on sort quand on dit qu'un homme ou une femme a commis une agression, par exemple, à caractère raciste. Non, là, non. Là, on ne parle pas de ça. Parce que, comme d'habitude, comme les agressions sexuelles sont majoritairement faites aux femmes, eh ben, elles sont, encore une fois, moins importantes que d'autres agressions. Donc, si vous voulez, cette rhétorique de l'homme et l'artiste, elle est invoquée que à un endroit, quand ce sont des hommes qui ont peut-être sûrement violé des femmes et qu'on a envie de défendre leur art parce qu'on les voit comme des génies. C'est le seul cas de figure, quoi. Et ça m'interroge. D'autres questions ou remarques ? Oui, il y a une main là-bas qui se lève. C'était super intéressant ce que vous avez dit toutes les deux. Le débat, c'était très intéressant. Merci.
Et je souhaite pour vous deux que vos livres, vos films puissent devenir mondiaux. Que ça puisse tourner dans tout le monde entier. C'est très sympa. Merci. Merci beaucoup pour cette parole bienveillante. Oui. Je souhaite pour vous que vous gagniez. Alors, je souhaite qu'on gagne tous, parce que je pense qu'on a vraiment tous à y gagner. Ah oui, nous tous d'ailleurs, on a envie de gagner. D'ailleurs, dans l'art, dans le théâtre, dans la danse, dans tout ce qui est de l'art, on a tous très, très envie de devenir mondial. Merci. Merci. Peut-être une dernière prise de parole. Encore deux, Madame devant et Monsieur derrière. Et puis après, on va libérer Iris qui doit signer, qui reprend le train tout à l'heure. Allez-y. Moi de même. Bonsoir, merci. Déjà, je constate que pour l'instant, les interventions sont exclusivement féminines. C'est pas souvent. Non, il y a Monsieur derrière qui va parler. Pas vu. Non, alors comme vous avez pas mal parlé d'Alice Guy, moi j'ai une question parce que j'ai en tête un de ses films, une sorte de dystopie où elle intervertit les rôles. Et les conséquences du féminisme. Ouais, j'ai du mal à l'envisager comme un film féministe et du coup, je voulais savoir quelle lecture vous en faisiez. Si, pour moi, je trouve ça hyper avant-gardiste déjà, à l'époque de comprendre en fait que le genre est une construction, parce qu'en fait c'est ce que le film en fait c'est des femmes qui se déguisent en hommes et des hommes qui sont déguisés en femmes, donc ça peut paraître un peu, ça peut paraître un peu basique, mais du coup, je crois que c'est 1906 aussi la date de ce film. Moi, je trouve ça hyper avant-gardiste parce qu'elle comprend que ce sont les rôles genrés qui créent une domination et qui, en les inversant, produisent du rire. Et en fait, pour moi, le fait qu'elle utilise le rire pour faire passer un message, c'est hyper puissant. Et c'est aussi de comprendre que ce sont des attributs qui définissent le féminin et le masculin, et que ces attitudes, elles deviennent genrées à partir du moment où on se met à fumer une clope, à partir du moment où on se met à s'habiller en homme. Tout d'un coup, ça n'a plus le même sens d'être, par exemple, dans la maison. Donc, pour moi, ça reste un film féministe parce que ça réfléchit à quelles sont les sphères qui sont investies, comment est-ce qu'on les investit, et surtout, en changeant quelques attributs, on peut changer le pouvoir, quoi. Je trouve ça pas mal, tout en rigolant, je trouve ça bien quand même. Ouais. Bonsoir et merci beaucoup pour tout ce que pour tout ce que vous avez dit ce soir. Ça m'a fait très très plaisir. Donc je suis ému parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup comme ça devant les micros. Est-ce qu'il ne serait pas aussi important donc de fixer des quotas comme ça s'est fait en termes de vie politique dans notre pays? Alors je sais que le CNC maintenant a mis en place des aides dans la mesure où on embauche des femmes à des postes clés sur des films. Donc ça, je trouve ça très très important. Autrement, par ailleurs, moi je suis musicien-compositeur, donc je travaille pour le cinéma. Et par exemple, il y a 2 ans, il y a Film en Bretagne qui avait édité un catalogue sur les compositeurs en Bretagne. Il n'y avait pas une femme. Et pourtant, le catalogue a été fait par des femmes. Et lorsque je me suis adressé aux personnes qui avaient fait ce catalogue-là, elles m'ont dit le souci, c'est que les femmes n'osent pas se présenter parce que dans leur tête, quand une femme ose faire quelque chose, on dit qu'elle est culottée alors qu'on dit qu'un homme a de l'audace. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, c'est vrai que j'ai pu parler à des femmes et je leur ai dit mais venez sur le catalogue. Sur ce catalogue, oser faire les choses. Et elles m'ont dit, le problème, c'est que je ne suis pas complètement au point sur ce truc-là. Et je leur ai dit, mais vous savez, le nombre d'hommes que je côtoie qui ne sont pas nécessairement... ça, c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai qu'un homme va oser davantage. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement intéressant de mettre en place quelque chose de drastique, à savoir des quotas et... J'ai adoré comment on est passé de l'émotion au quota. Alors on va d'abord parler des quotas, puis peut-être revenir dans l'émotion. Je suis totalement pour les quotas, parce que vous avez compris que j'ai une parole un peu
radical, parce que sinon, en fait, si on continue à ce rythme de croisière, eh ben, rien ne va changer, puisque moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle 50-50, qui justement essaye de chiffrer les inégalités dans le monde du cinéma. Et je veux dire, les chiffres parlent. Donc on voit très bien qu'il y a très peu d'évolution en termes de nombre de cinéastes femmes, alors qu'on est à parité dans les écoles. Ce chiffre est en déperdition très rapidement. Donc on passe au court-métrage, on a 35%. Long-métrage, en 2017-2018, on était à 23%. Il me semble que ce n'est pas encore la statistique officielle du CNC, mais selon des calculs, en 2019, on retombe à 19%, donc on recule. Et après, je ne parle même pas des deuxièmes et des troisièmes films, enfin, c'est catastrophique. Et encore, on est un des pays où il y a le plus de cinéastes femmes. Donc oui, moi je suis pour des quotas, pour que les choses changent réellement à certains endroits. Après, ce dont on s'est rendu compte aussi au sein de 50-50, c'est qu'on a mis en place ce bonus dont vous parlez, pour que, en fait, c'est un bonus incitatif pour que les gens se rendent compte que c'est pas en fait si compliqué que ça de trouver des techniciennes femmes, des femmes à des postes clés. Et ça a très bien fonctionné, en fait. Il y a beaucoup de films qui, du coup, ont eu ce bonus. Donc, ça veut dire que les mesures incitatives fonctionnent. Après, je pense que, par exemple, on a eu le chiffre cette année qu'à la télévision française, il y avait seulement 10% de réalisatrices femmes. Donc, ça veut dire que tout ce que vous regardez sur votre télé, à 90%, c'est des hommes qui l'ont réalisé. C'est un peu triste, quoi. Donc, moi, je pense que oui, il faut qu'il y ait des mesures assez fortes des diffuseurs. Et d'ailleurs, pour vous donner, il y a un documentaire là qui est en train de sortir qui est sorti mercredi qui sort là mercredi sur Hollywood. Et comment est-ce que les femmes sont en train de transformer Hollywood. Et il y a une anecdote dans ce documentaire qui est une anecdote que je trouve géniale et qui est connue aux États-Unis, c'est qu'il y a une journaliste critique de série qui a fait la liste par chaîne de combien de femmes réalisaient des épisodes de série par chaîne. Et là, il y avait une chaîne qui était la moins bien notée, qui était FX, qui appartenait à Fox. Et le directeur de la chaîne a eu tellement honte qu'il s'est dit, en un an, eh bien, on va passer de, je crois que c'était 7% de femmes réalisatrices, on va passer à 50% en une année. Là, tout le monde lui a dit, tu vas perdre de l'argent parce que les femmes sont incapables. Eh bien, non seulement il n'a pas perdu d'argent, mais c'est l'année où la chaîne a été le plus nominée pour les Emmy Awards. Donc, comme quoi, ça a du bon. Mais il a décidé de faire quelque chose de drastique, de passer en une année à 50% de réalisatrices, c'est drastique. Mais il n'y a que comme ça, en fait, qu'on crée un vrai changement. Et après, dans la deuxième partie de votre intervention, vous dites quelque chose de très juste, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de se mettre en avant, qui pensent qu'elles sont pas au niveau, qui doutent, mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, les femmes sont invisibilisées dans l'espace public. Et du coup, c'est très difficile de se sentir légitime. Et qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui est en fait dédié aux femmes, quoi. Et que, oui, c'est un effort collectif qu'on doit faire. Surtout quand on est en train d'éditer des catalogues ou qu'on est en train de créer des archives, tout simplement. Il faut absolument pouvoir remettre le féminin dans les archives et arrêter d'effacer le nom des femmes partout, tout le temps. Donc... c'est bien de leur avoir parlé. J'espère qu'elles figurent dans ce catalogue. Merci mille fois. Merci à vous.